Avril 2022 marque la sortie du comics Garmadon aux États-Unis, et moi, petit youtubeur depuis seulement quelques mois, encore naïf et inconscient de la réalité, pensais qu'il allait aussi sortir en France, traduit et que tout irait bien dans le meilleur des mondes. Sauf que non. Mais pas de problème, car si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je peux enfin venger mon mois de 2022. Le comics Garmadon est sorti en français, traduit avec les noms propres officiels, et la France, la Belgique et la Suisse peuvent maintenant découvrir cette histoire de Trivium. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de manière détaillée, avec toutes les spécificités dans l'ordre chronologique, ainsi que tout le contenu supplémentaire que propose cette édition. Car oui, pour une sortie en Europe, on a eu le droit à un seul ouvrage qui contient les 5 tomes sortis en 2022 aux États-Unis, même si ce type d'édition existe également là-bas. L'histoire débute en pleine guerre serpentine. Lors de la bataille dans le bois enneigé, Garmadon affronte des serpents lorsque soudain un être apparaît. Un homme à la peau écarlate, aux ailes de corbeau, massue à la main et des cornes sur le front. Mogra. Garmadon ne le sent pas. Mogra lui propose de régner sur Ninjago à ses côtés, d'abandonner et de trahir son frère ainsi que son maître, Shen. Garmadon a fait son choix de rester auprès de son frère lorsque celui-ci arrive à son secours. Mogra est arrêté et vouera une grande haine vers le maître élémentaire de la destruction. Les années passèrent, de grandes batailles eurent lieu, dont l'assaut des Oni sur le monastère de Spinjitzu, s'étant conclu par une tornade de recréation. Les Oni ont disparu et Garmadon quitte le monastère après que Lloyd se soit réveillé. Wu le rattrape, échange des mots, certains doux, d'autres attaquants. Lorsque Wu arrache le casque de conquérant de Garmadon dans ses mains, enfin celle du bas, du haut, du bas, enfin bref, vous m'avez compris, et le jette dans le décor. Garmadon, plein de rage, s'apprête à le rayer de la carte lorsque le vieux maître lui offre son chapeau. Découvre alors un Wu chauve. Pourquoi ne pas lui remettre le petit bonnet qu'il y avait en saison 2? Enfin bref, on apprend que Garmadon doit entreprendre un voyage. Seul, pourquoi? On va le découvrir. On retrouve Garmadon des jours après, endormi. Il est réveillé par une ombre lui ressemblant. Un casque de samouraï lui couvre sa bouche, des yeux rouges sang, des cornes très coupantes inondent son corps et son armure. 4 lames aux mains, prêts à attaquer le conquérant d'obsidienne. Un combat a lieu entre les deux hexapodes. L'étranger lui dit qu'ils sont la même personne, que partout où il ira, il le suivra. Cette scène nous offre une parmi la panoplie de pages qui contient une image et qui sont magnifiquement dessinées, encore plus que le reste du comics. Durant le combat, Garmadon réussit à lui couper une partie de son casque. Il fanfaronne. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que son épée a été, elle aussi, cassée. Ils sont à égalité. Suite à ce cauchemar, Garmadon se réveille. Ce n'était pas réel, ce n'était qu'un rêve, difficile à dire. Le second fils du premier maître du Spinjitzu continue sa route et tombe sur une mère et sa fille face à un ours, qu'il terrasse avec facilité. La mère est blessée. Les deux lui demandent son aide en échange de provisions. Il accepte, porte donc la blessée sur son dos. La fille marche à ses côtés en direction du village. Là-bas, les villageois comptent des tonneaux remplis de thé qui visiblement sont destinés à des certains corbeaux rouges. Garmadon et la petite famille arrivent au village. Il est reconnu, même aussi loin de Ninjago City. Le thé des tonneaux est visiblement des facultés de guérison, car la mère, en prenant qu'une gorgée, se remet de sa blessure. Les villageois en proposent à Garmadon, chose qu'il accepte, et découvre que ça décuple ses pouvoirs, au même titre que les dragons, les djinns ou les fantômes. Il en demande plus. Or, les villageois étant déjà en sous-quantité pour approvisionner les corbeaux rouges, ils ne peuvent pas lui en donner. Ils lui parlent de la créature régnant sur la forêt, Kuma, l'ours. Néanmoins, si Garmadon arrive à terrasser la créature, le thé sera à lui dans son intégralité. On apprend que les villageois doivent du thé aux corbeaux rouges en échange de leur protection face aux ours de Kuma. Donc, s'il n'y a plus de Kuma, plus besoin des corbeaux. Garmadon accepte. Au même moment, une personne regarde le village au loin, ultraviolet. Arborant une tête rouge, elle chevauche sa moto en direction d'une base de motards. Là-bas, elle prévient son maître du retour de Garmadon, Lord Mogra. Le chapitre 2 débute au campement improvisé de la petite équipe, composée de Min, 3 villageois, Saeko, Ranzo et Kenzo, étant restés au village, ainsi que Garmadon, endormi. Les autres tentent de le réveiller, mais pas besoin, il se réveille tout seul et leur demande de le conduire à Kuma, celle qui règne sur la forêt de Grim Willow. Pendant ce temps, au village, la mère de Mins et les 2 frères sont en désaccord. Saeko est énervée car sa fille est partie dans les bois avec Garmadon directement vers Kuma. Elle a peur pour sa fille. Les 2 frères se justifient en disant qu'elle connaît Grim Willow. De plus,
En prenant ce risque, en conduisant Garmadon à Kumar, en supposant qu'il l'abatte, les villageois n'auraient plus de compte à rendre au Corbeau Rouge. Corbeau Rouge qui arrive justement au village, et en nombre. Lord Mogra, en personne, dirige l'ordre de motards. Il questionne les villageois sur l'arrivée d'un visiteur. Il recherche Garmadon. Pendant ce temps, l'équipe est arrivée à la tanière de la Reine des Ours, quand soudain, un ours imposant, balafré, au pelage sable, arrive. Garmadon le prend par surprise et le met à terre, puis se lance dans un combat, maître de la destruction, contre 100 ours. Quand soudain, l'énorme ours se relève et tente de le manger. Pour avoir un peu d'aide, il demande du thé, qui se trouve dans un tonneau. Le villageois le transportant le lui lance. Il a tellement bien visé qu'il se le prend en pleine tête et finit gobé par l'ours. À l'intérieur de l'ours, une ombre apparaît. Elle se montre cette fois comme la manifestation du pouvoir de Garmadon. Pour atteindre son véritable potentiel, il lui faut se soumettre à lui. La soumission, jamais pour Garmadon. Ce mot n'est même pas dans son dictionnaire. Il boit alors le thé de lune, sort de l'ours et le terrasse avec ses pouvoirs Oni. Alors c'est tout? Les villageois sont libérés? Et non, cet ours n'était pas Kuma, alors que l'ours aussi grand que Gojira, qui doit briser les roches de la montagne pour sortir de sa grotte, ça, c'est Kuma. Un combat de titans commence entre le conquérant Oni et l'ours, remporté par Garmadon, en faisant s'écrouler le reste de la montagne sur l'animal. Pendant ces combats en pleine forêt, le village des Deux Lunes est assiégé et brûlé par les Corbeaux Rouges, dominés par Lord Mogra, attendant le retour du fils du premier maître du Spinjitzu. Petite troupe retourne au village, triomphant et en chantant. Tous acclament Lord Garmadon, celui qui a terrassé la grande Kuma. Mais en voyant le village, seules les flammes perdurent et les ruines des bâtisses, les poutres de bois encore chaudes jonchent le sol rempli de cendres. Min court rejoindre sa mère, pensant au pire, quand Kenzo la cache derrière une des ruines avec lui. Il lui raconte alors que pendant leur absence, le village a été assiégé par les Corbeaux Rouges. La petite, inquiète, demande pour sa mère. Malheureusement, il a perdu de vue Saeko ainsi que son frère. Il lui demande de rester près de lui car il faut quitter le village, mais elle ne veut rien entendre et s'enfuit pour chercher sa mère. Sa mère est justement face à Kilo et deux autres anciens membres des fils de Garmadon, et elle se défend assez bien jusqu'à en mettre un KO. Min arrive alors, et tandis que Kilo allait lui infliger une correction, Garmadon débarque, le laissant sans voix. Garmadon lui demande si son allégeance envers lui a changé, suite à quoi Kilo ne peut répondre que non, pas le moins du monde, pour s'assurer la vie sauve. Puis son regard se tourne vers Ultraviolet qui passait dans la ruelle. Qu'est-il arrivé au gang du fan des 4 bras? Selon elle, il est parti trop longtemps. Après sa perte de titre d'empereur de Ninjago, les fils de Garmadon ont tenté de continuer leur méfait, d'être arrêtés, pensant qu'un jour, leur très cher seigneur des ténèbres allait revenir. Mais il n'est jamais revenu, et même pire, il s'est allié aux ninjas contre les Oni, déclenchant une rupture dans le gang. Quand soudain, un sauveur est venu. Un être à la peau écarlate, aux ailes de corbeau et au casque de Lord Garmadon, Lord Mogra. Ce même qui maintenant s'attaque à Garmadon à l'intérieur du village en ruine. Lord Mogra a ri au nez de Garmadon, qui visiblement attendait une revanche. Garmadon ne prétend pas attention et rouspète car il possède son casque. Il répond que oui, et pas que, il est aussi à la tête des fils de Garmadon, aujourd'hui appelés les Corbeaux Rouges. Les deux donnent des ordres à Ultraviolet, souhaitant montrer leur supériorité et pouvoir sur les motards. Garmadon remporte ce point, les fils de Garmadon vivent toujours. Suite à cette humiliation, les deux entrèrent dans un combat acharné à travers les flammes. Il semblerait que les deux soient équivalents en termes de force et de puissance. Le Garmadon triche, il utilise le thé et de lune et débloque sa forme Oni. Il frappe Mogra avec son pouvoir Oni, pensant l'exterminer de la carte, mais en fait non. Mogra peut lui aussi profiter des pouvoirs du thé grâce à son collier de perles dorées. Le combat continue dans les airs et jeté, frappant le sol de plein fouet. Au même moment, les villageois quittèrent le village. Min, souhaitant Garmadon, fait demi-tour, désobéissant à sa mère et fuyant une nouvelle fois. Garmadon, amoché et hallucinant, se réveille. Il voit une ombre verdâtre dans la brume. Lloyd, il est visiblement content de revoir son fils, mais ce n'est que Min. Pendant ce temps, les Corbeaux Rouges, menés par Mogra, se présentent comme sauveur et unique chef de ce village, car les anciens l'ont quitté et Garmadon a été mis au tapis. Ils s'installent alors ici pour établir leur QG et changent même le nom du village pour New Mograton. Pas du tout égocentrique. Mogra contrôle certes le village, mais surtout le thé, permettant au pouvoir Oni de Garmadon de se révéler.
Fort heureusement, Saeko a réussi à en subtiliser sans être vu et en ramène au campement des résistants. Dans la forêt, Min tente de ramener Garmadon au campement sur son cheval, mais il est très mal en point et a besoin de soins. Pendant qu'il est inconscient, il se remémore sa première rencontre avec Mogra pendant la guerre serpentine. C'est comme ça qu'il comprend qu'il est le serpent dans le jardin. Au même moment, ils sont surpris par les corbeaux rouges, et Min, tout comme Garmadon, toujours inconscient, sont en danger. Tout semble perdu quand les villageois, qui avaient accompagné le seigneur de destruction dans sa chasse à Kuma, Lan, Shu et Bron, débarquent et règlent leur compte aux 3 motards. Ils emmenèrent les 2 au camp principal, demandant à Saeko si elle peut donner le thé à Garmadon. Elle est en total désaccord, se rattachant aux quelques gouttes de thé comme étant tout ce qui leur reste. On dit à Min que même avec le thé, Garmadon ne pourrait pas abattre Mogra. Il est trop puissant, mais ce n'est pas pour ça qu'elle veut lui donner, c'est parce qu'il est blessé et dans le besoin. Saeko se rappelle alors qu'il ne reste pas que le thé, mais également leurs principes et leurs convictions, dont celle d'aider les blessés. Le thé est donc donné à Garmadon pour le soigner, ce qui marche. Il est alors ramené au tout début, dans la forêt, et à sa première rencontre avec l'ombre, ou plutôt les ombres, contre qui il combat. Puis, alors qu'il allait perdre ce combat, il est à nouveau transporté dans la cour du monastère du Spinjitzu. Il y voit lui et Wu enfant. Il s'y voit être mordu par le grand dévoreur. Il tente de le mettre en garde quant au danger qu'habite ce buisson. En vain. L'ombre invite Garmadon à se souvenir si Wu a essayé de le prévenir ou s'il aurait aimé qu'il le fasse. Pourquoi est-il allé aussi loin sur le chemin des ténèbres? Et qu'y a-t-il après? Est-il obligé d'être toujours méchant? Le grand dévoreur a-t-il toujours une influence sur lui de nos jours? Il se revoit maintenant face à son lui enfant, qui lui prend par la main pour tenter de le purifier. Garmadon se réveille, au meilleur de sa forme, mais toujours dans le doute. Ce dernier chapitre s'ouvre sur les motards, répandant leur terreur dans les bois, faisant fuir les ours restants. Garmadon réfléchit encore à son échange avec son lui enfant quand il est appelé par les villageois pour ne pas s'occuper de Mogra. Il leur dit adieu et se sépare dans des chemins opposés. Min lui donne un câlin et lui dit ceci: tu ne peux pas t'empêcher d'être mauvais, mais tu n'es pas obligé d'être méchant. Le laissant sans voix. Il part donc dans la direction des bois, rencontrant l'ours imposant qu'il avait rencontré devant la grotte de Kuma. Alors qu'il comptait lancer un combat, il découvre qu'il est blessé, avec des traces de moto. Par ailleurs, l'une des seules fois dans Ninjago où on voit du sang. Il comprend l'ours, qui n'essaie que de défendre son habitat et les siens. Puis l'on retrouve les villageois résistants, en train de mettre au point un plan pour reprendre le village, quand Garmadon arrive sur le dos de l'ours et à la tête d'une armée de ses congénères. Ensemble, ils utilisèrent de la dynamite pour libérer Kuma, qui n'était pas morte, seulement ensevelie sous les rochers. La grande reine ours est surprise de l'entraide entre les humains et les ours, mais la présence de Garmadon la dérange. La présence de l'ONU la dérange. Il essaie alors de la convaincre, mais son ego l'empêche d'être bien vu. Et alors qu'il allait être attaqué, il protège les villageois. Cet acte totalement désintéressé et de bienveillance change la vision de Kuma quant à Garmadon. Il a changé. En même temps, les forces de Mogra lui présentent leur avancée. Le contrôle de la forêt est quasiment total grâce aux motards. Pour compléter son projet, il cherche l'aide des serpents, pour qui il est prêt à donner du thé pour les sortir de leur phase pacifiste. En plein milieu de cette préparation, Mogra est dérangé par la peur de ses hommes. Peur due à l'ordre d'ours dehors, aux portes du village. Garmadon, au sommet de cette armada, provoque Mogra en duel. Quand Kuma attaque le village de plein fouet. Les résistants rentrent dans celui-ci, invitant les autres à se soulever contre Mogra et ses sbires avec l'aide des ours. Mogra n'a pas d'autre choix, prendre du thé. La bataille du village des 2 lunes débute. Face à Garmadon, les corbeaux rouges fuient. Mogra se retrouve fort, mais pratiquement seul. Quand Garmadon commence l'affrontement 1v1. Mogra se vantant de contrôler le thé, Garmadon lui fait boire tout ce que son collier contient comme thé, dupliquant alors son pouvoir, faisant brûler Mogra petit à petit. Et alors que tout semble perdu, avec un Mogra se lançant à pleine vitesse sur le village tel une météorite, une voix dans la tête de Garmadon commence à lui parler. Il lui demande ce qu'il veut. En lui montrant Saeko et Min désemparés, ça lui rappelle son fils, Lloyd, à sa naissance. Il sait ce qu'il veut, la rédemption pour retrouver son fils. Ce poids maintenant enlevé, il peut débloquer sa forme Oni santé, lui permettant de vaincre Mogra pour toujours. Autant de puissance fait Garmadon s'évanouir. Quelque temps après, les villageois, avec l'aide des corbeaux rouges, réparent le village.
quand, dans les débris, il retrouve le casque de Garmadon que Mogra lui avait volé. Mine s'en empare pour le rendre à Garmadon, mais il est déjà parti. Il n'a laissé qu'une lettre disant au revoir et lui donnant le casque. Mine l'enfile toute heureuse, attendant le retour du fils du premier maître du Spinjitzu. Le comics se clôture sur un teasing quant au personnage de Garmadon, comme quoi il reviendra. Suivant la chronologie, cela pourrait être en lien avec la saison 16, cristallisée, et son retour dans celle-ci, mais aujourd'hui en 2026, on sait que ça peut aussi teaser son retour dans le comics Shatterspin. Et voilà pour cette grande histoire que j'ai personnellement beaucoup appréciée. C'était très sympa à lire et j'ai des petits reproches à faire. Non pas sur le dessin qui est d'une excellente qualité, et ce encore plus sur certaines pages d'une seule case, ni sur l'histoire en tant que telle, mais plutôt l'aspect canon de celle-ci. Effectivement, on sait que cette histoire prend place juste après la saison 10. Or, en 2022, dans Cristallisé, on apprend également ce qu'a fait Garmadon après la saison 10. Il n'est jamais fait mention de ça. De plus, il a son casque en Cristallisé, alors qu'il ne l'a plus à la fin du comics. Même si Mine dit qu'il l'attendra à son retour et que potentiellement il est revenu pour le chercher, mais ça n'a pas été montré. Ensuite, dans la saison 11, Kilo et Ultraviolet sont encore dans leur tenue des fils de Garmadon, quand ils sont montrés à Cryptarium. Le groupe est peut-être revenu à une allégeance envers Garmadon, mais là encore, pas expliqué. En tout cas, ça n'enlève rien à la qualité de ce comics, et je vous invite à aller vous procurer une copie papier en magasin, comme à la Fnac ou Cultura par exemple. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens, je vous propose l'intégralité du comics sur ma chaîne BD, une vidéo par chapitre, une vidéo avec tout le livre, si ça peut vous intéresser de le lire. Néanmoins, il n'y a pas que l'histoire dans ce livre, il y a aussi du contenu additionnel, biographie rapide de Triviong, Analisa Léonie et Russ Wooton, qui ont travaillé sur le comics, des sujets de réflexion sur le comics, voyez ça comme des sujets de dissertation sur le comics, également des idées de jeu avec une faute de frappe, cela dit en passant, ainsi que des concept art de Garmadon, Kuma, Mogra, Kilo, Ultraviolet et des membres des Corbeaux Rouges, ainsi que de certains lieux. Sincèrement, il s'agit d'un super livre que j'espère vous avoir donné envie d'acheter et de lire par vous-même, car un résumé ne remplacera jamais une lecture personnelle. N'oubliez pas non plus que plus il y a de gens qui l'achèteront, plus il y a de chances que les autres comics, Shatterspin et Strike of the Serpentine, soient eux aussi traduits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, c'est super important. On est à 93,7% des 1000 abonnés. Donc, il ne reste plus qu'à vous dire. C'est TMC qui vous dit bye bye.